Malheureusement, les 100 millions de dollars ne sont jamais arrivés. Ce sont les mots de Bastien Lorin, professeur de physique à l'Université de la Côte d'Azur occidentale à Bellerive, principal concepteur de la vision technologique d'élan stellaire. Ils ont été prononcés dans un entretien accordé à Chronique Scientifique en septembre 2025. Lorin a participé au projet dès le début. C'est précisément son groupe qui a élaboré le concept de la sonde à voile laser censée partir vers Alphéa du Centaure. C'est aussi sur son laboratoire que l'on comptait comme principal bénéficiaire du financement. Le projet est gelé pour une durée indéterminée. Aucune annonce officielle n'a été faite. Pas de communiqué de presse. Le site du projet existe toujours. Les réseaux sociaux se taisent depuis 2024. C'est cela, l'histoire. Non pas la technique de l'échec, mais le mécanisme de la disparition. Reprenons d'après les documents. 12 avril 2016. L'observatoire de la tour Montcouronne. Non, pas là. L'observatoire du Grand Horizon à Belleville-sur-Hudon. Une conférence de presse avec 2 noms en titre. Gaspard Delorme et Théodore Valmont. Un 3e nom figurait parmi les participants. Maël Renaud, en tant que membre du conseil consultatif. C'était important pour la portée médiatique. 3 noms reconnaissables. Audience maximale. Annonce. Élan stellaire. Une initiative de 100 millions de dollars. Objectif, développer des nanosondes de quelques grammes munies d'une voile laser, capable de partir vers Alphéa du Centaure, le système stellaire le plus proche de Soléon, à 4,24 années-lumière, à une vitesse de 20% de celle de la lumière. Temps de trajet, environ 20 ans. Valmont déclara lors de la conférence de presse « Tellurie est un endroit merveilleux, mais elle n'est pas éternelle. Tôt ou tard, nous devons tourner notre regard vers les étoiles. » Delorme dit « C'est un objectif ambitieux, mais la physique permet de le faire. » Faites attention à la formulation. Pas « nous savons comment le faire », mais la physique le permet. Ce sont 2 affirmations fondamentalement différentes. Qu'est-ce qu'Élan stellaire promettait exactement? 100 millions de dollars, non pas pour un vol vers Alphéa du Centaure, pour une démonstration de faisabilité, proof of concept, c'est-à-dire pour le développement et l'essai de technologies qui, à l'avenir, pourraient être appliquées à un tel vol. La différence est essentielle, et elle figurait dans le communiqué de presse, mais pas dans les titres. Le lancement réel vers Alphéa, selon l'estimation même de Delorme, exigerait de 5 à 10 milliards de dollars, soit 50 à 100 fois plus que la somme annoncée. Qui a pris la décision d'annoncer précisément 100 millions comme chiffre destiné aux médias? La réponse est évidente. 100 millions, c'est une grosse somme convaincante. 5 milliards, c'est pourquoi pas aller tout de suite sur Mars avec des fonds privés? 2 récits différents. 2 résonances médiatiques différentes. Ce n'est pas une tromperie, c'est du PR. Mais un PR qui a créé chez le public une attente erronée quant à l'ampleur réelle du projet. Voyons maintenant ce qui s'est passé entre 2016 et 2025. En 2016, après l'annonce, Delorme engagea Loïc Varenne, ancien directeur du centre de recherche de Montserein de l'Agence spatiale nationale d'Aurélie, au poste de directeur exécutif d'Élan stellaire. C'était une bonne décision. Varenne avait une véritable expérience de la gestion de programmes spatiaux. Les recherches ont commencé. Le financement a servi à de petites subventions versées à des universités pour étudier les technologies de voile laser, la science des matériaux appliqués aux membranes ultralégères, l'optique des réseaux phasés. Le groupe de Lorin à l'Université de Bellerive a reçu environ 4,5 millions pour des recherches directes. Ce sont des chiffres confirmés, tirés des publications de Lorin lui-même. Il y a ici une nuance importante dont les médias n'ont pas parlé. Dans ses entretiens avec Chronique Scientifique, Lorin a précisé que son groupe avait reçu d'éclat 2 subventions, 116 000 $ et environ 80 000. Total, environ 200 000 sur 8 ans. C'est nettement moins que ce que l'Agence spatiale nationale d'Aurélie allouait à son groupe pour des recherches analogues sur l'énergie dirigée. Au final,
Éclat apportait moins de 5% du financement de notre programme, a déclaré Lorin. Donc ce n'était qu'un petit fragment. Mais dans la perception publique, tout le programme était devenu le programme Breakthrough, et c'est tout simplement faux. 4,5 millions au total. C'était 30 contrats répartis entre différents groupes, fragmentés en subventions de 100 à 150 000 $ chacune. C'est le niveau d'une petite bourse universitaire, pas celui d'un programme censé changer l'histoire de l'astronautique. Autre détail qui ajoute du contexte. Lorsque Chronique Scientifique préparait un article sur Élan stellaire au début de 2025, les journalistes ont contacté Varenne et Aurélien Brissac. Tous deux ont refusé l'entretien. Une représentante de la Fondation du Prix de l'Aube a indiqué qu'un rapport officiel sur le projet devait être prêt au printemps 2025 et qu'Éclat s'était engagé à le fournir au magazine. Le numéro est paru en septembre. Le rapport, lui, n'est jamais apparu. Cela, en soi, est révélateur. Le rapport promis sur un projet que personne n'avait officiellement clos n'a pas été publié, même au moment où le sujet est devenu public. Clément Dorsey, physicien brillant, l'un des pères du projet Aurore de propulsion nucléaire, assistait à une conférence peu après l'annonce d'Élan stellaire en 2016. Quand on lui demanda ce qu'il en pensait, « Non, c'est idiot, mais la sonde est intéressante. » Dorsey avait raison sur les 2 points. En 2018, Valmont est mort, le 14 mars. Il avait 76 ans. Valmont n'a jamais vu le moindre résultat technologique significatif issu d'Élan stellaire. En 2021, selon les données de l'Université de Clairport, qui participait à l'un des programmes de recherche, le financement de cet axe a cessé. En 2024, le projet s'est de fait arrêté. Plus d'événements publics, plus de nouvelles subventions, plus de nouvelles publications au nom du projet. En septembre 2025, Chronique Scientifique a publié un article sous le titre « La fin silencieuse d'Élan stellaire ». C'est de là que vient la citation de Lorin. Il l'a dit sans détour. L'argent n'est pas venu. Le projet est gelé pour une durée indéterminée. Aucune annonce officielle n'a suivi de la part des initiatives de l'Éclat, l'organisation de Delorme. Ce sont déjà en soi des données, et elles ne sont pas neutres. Voyons pourquoi les barrières techniques se sont révélées insurmontables dans le cadre du budget annoncé. Premier obstacle, un réseau laser d'une puissance de 100 gigawatts. La physique de la voile laser est comprise et ne fait pas débat. Les photons exercent une pression sur une surface. Si la voile est assez légère et le laser assez puissant, on peut accélérer un objet jusqu'à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Le principe fonctionne. Le problème, c'est que 100 gigawatts, c'est environ 10% de la puissance électrique totale de tout le réseau énergétique de la République d'Occidencie. À titre de comparaison, les plus grandes centrales électriques du monde produisent 1 à 2 gigawatts. Il faut donc un réseau de laser d'une puissance cumulée de 100 gigawatts, synchronisé en un seul faisceau, avec une précision de l'ordre de la nanoseconde. C'est un défi d'ingénierie d'un niveau très au-dessus de tout ce qui existe aujourd'hui. Deuxième obstacle, l'usage militaire. Un laser de 100 gigawatts, c'est une arme. Une arme anti-satellite, une capacité de frapper des cibles en orbite, un système qui soulève immédiatement des questions sur les traités internationaux relatifs aux armements spatiaux. La Charte orbitale internationale de 1967 n'interdit pas explicitement de tels systèmes, mais elle crée une zone d'incertitude juridique. Tout régulateur d'État chargé de délivrer une autorisation pour construire un tel système pose immédiatement la question du double usage. Et à juste titre. Ce n'est pas un problème théorique. C'est un obstacle réel à l'obtention des autorisations. Troisième obstacle, la nanosonde. La masse de la sonde doit être de quelques grammes. À une telle accélération, quelques grammes, c'est déjà beaucoup. Dans l'idéal, moins d'1 gramme. La nanosonde doit emporter une caméra, un émetteur, une source d'énergie, des systèmes d'orientation. Cela exige un niveau de miniaturisation électronique que personne au monde ne possède, à l'heure actuelle. Les puces fabriquées en 2016 étaient des dizaines de fois plus lourdes que nécessaire. Les progrès continuent,
mais plus lentement que ne l'avaient prévu avec optimisme les planificateurs. Quatrième obstacle, la voile. Quelques mètres carrés de surface, une masse de l'ordre du gramme, une résistance à un rayonnement laser de 100 gigawatts pendant plusieurs minutes et la conservation de son intégrité lors d'une accélération de 0 à 20% de la vitesse de la lumière. Aucun des matériaux connus ne répond simultanément à cet ensemble d'exigences. Les recherches sur le graphène et d'autres matériaux bidimensionnels se poursuivent. Aucun matériau utilisable n'a été obtenu. Cinquième obstacle, la communication. Quand la sonde atteindra Alphéa du Centaure au bout de 20 ans, son signal mettra encore 4,24 ans à revenir. Au total, 24 ans pour l'aller, plus 4 ans pour le retour. 28 ans à partir du lancement. L'émetteur à bord de la sonde doit être assez puissant pour qu'un signal parti de 4 années-lumière atteigne Tellurie. Avec une puissance de réception caractéristique de quelques grammes d'électronique, cela exige d'immenses antennes au sol, d'une surface bien supérieure à celle des radiodélescopes existants. C'est un autre problème d'ingénierie, distinct, supplémentaire aux autres. Au total, 5 barrières, et pas une seule n'a été franchie. 100 millions de dollars pour une preuve de concept, c'était réaliste pour étudier certains aspects isolés. Mais pour surmonter les 5 obstacles en même temps, non. Bastien Lorin le savait dès le départ. Il en parlait dans les conférences scientifiques. Mais dans les annonces publiques, ce contexte a été discrètement laissé de côté. Ici, il faut s'arrêter sur l'économie du réseau laser, parce que c'est précisément le coût qui constitue le principal obstacle, celui auquel les récits médiatiques accordent d'ordinaire trop peu d'attention. En 2016, le coût de la puissance laser était d'environ 100 $ par watt. À 100 gigawatts, cela représente 10 000 milliards de dollars rien que pour les lasers. Pour réaliser Élan stellaire, ce chiffre devrait tomber à quelques centimes par watt, une baisse d'un facteur 2000 à 3000. Bastien Lorin et d'autres optimistes technologiques faisaient valoir qu'historiquement, le coût de la puissance laser diminuait d'environ moitié tous les 18 mois, à la manière de la loi de Moore. Si la tendance se maintenait, en 30 ans, le prix baisserait suffisamment. Mais cette tendance n'a rien de garanti. Elle a fonctionné dans l'optique commerciale, télécommunications, laser industriel. Le laser requis pour Élan stellaire relève d'une autre classe de puissance. Extrapolé jusqu'à 12 ou 13 ordres de grandeur d'amélioration, c'est une hypothèse très forte. Cela dit, dans le domaine des matériaux, il y a de vrais progrès. En 2025, des chercheurs de l'Université de Bréval et de l'Institut Polytechnique de Delvaux ont publié un travail sur des voiles ultra fines optimisées par intelligence artificielle. Des voiles en nitrure de silicium, épaisses de quelques nanomètres. L'un des rares accomplissements techniques réels dans le cadre des idées d'élan stellaire. Ça, c'est de la science. C'est un résultat réel. Mais ce n'est pas une sonde interstellaire d'ici 2036. C'est comprendre comment fabriquer un revêtement ultra fin qui pourrait, un jour, devenir l'un des 10 composants nécessaires. D'après un courriel de Loïc Varenne révélé plus tard, le projet est gelé et un travail est en cours pour transférer certaines de ses parties à d'autres organisations. Formulation diplomatique de ce qui, en pratique, équivaut à une fermeture sans reconnaissance officielle. Maintenant, à propos d'Alphéa B, la cible du vol. En août 2016, 4 mois après l'annonce d'Élan stellaire, la revue Natura a publié un article de Rémi Auriac, de l'Université Sainte-Marie. Découverte, une exoplanète dans la zone habitable d'Alphéa du Centaure. Désignation, Alphéa B. Masse, environ 1,07 masses de Tellurie. Période orbitale, 11 jours. Les médias ont titré « Une deuxième Tellurie a été trouvée ». Une planète potentiellement habitable autour de l'étoile la plus proche. La cible idéale pour Élan stellaire. La réalité est plus complexe. Alphéa du Centaure est une naine rouge, une étoile active, un puissant flaire, une éruption, environ tous les 50 jours. En 2017, un flaire particulièrement violent a été enregistré, un ordre de grandeur plus lumineux que la normale.
La période orbitale approximative d'Alphéa B est de 11 jours. Cela signifie qu'elle se trouve très près de son étoile. Assez près pour être très probablement verrouillée gravitationnellement, une face tournée en permanence vers l'étoile, l'autre plongée pour toujours dans l'obscurité. Comme notre Sélène montre toujours la même face à Tellurie. Le problème, c'est qu'en cas de verrouillage gravitationnel, une face peut connaître une chaleur extrême, l'autre un froid extrême. Sans atmosphère dense, ni océan capable de redistribuer la chaleur, aucune des deux faces n'est habitable au sens où nous l'entendons. En plus de cela, le rayonnement intense en rayons X et en ultraviolet produit par les flares peut souffler l'atmosphère en un temps géologiquement court, si le champ magnétique de la planète est insuffisant. Nous n'avons aucune donnée sur le champ magnétique d'Alphéa B. Elle est trop petite et trop lointaine. Les modèles publiés entre 2017 et 2020 montrent ceci. Avec l'activité typique d'Alphéa du Centaure, l'atmosphère d'Alphéa B a pu être entièrement arrachée en quelques centaines de millions d'années. L'âge du système est d'environ 5 milliards d'années. Si ces modèles sont justes, il n'y a plus d'atmosphère là-bas depuis longtemps. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de vie. Des extrémophiles sous la surface, dans les fissures de la roche peut-être. Mais une planète semblable à Tellurie, c'était une interprétation journalistique, pas une position scientifique. L'objectif d'élan stellaire est d'atteindre un système qui, selon toute probabilité, ne présente pas les conditions de vie que nous cherchons. Cela ne rend pas la mission absurde. Le premier vol vers une autre étoile serait une révolution, quel qu'en soit le résultat. Mais cela change le contexte de l'annonce. Delorme et Valmont parlaient en 2016 de chercher des signes de vie. En 2020, il était déjà clair qu'il serait difficile d'y chercher des signes de vie. Étoile trop active, environnement trop dur. Maintenant, comment gèle-t-on exactement les grands projets scientifiques sans annonce officielle? Ce n'est pas propre à Élan Stellaire, c'est un schéma. L'Agence spatiale nationale d'Aurélie a mis fin au programme de moteur fusée nucléaire Vulcain en 1973, sans annonce publique de fermeture. On a simplement cessé de le financer. Le programme s'est éteint. Écoute Cosmos @maison, projet de calcul distribué bénévole, a été suspendu en 2020. Officiellement, pour une durée indéterminée. En pratique, fermé. Il n'y a pas eu d'annonce de fermeture. Élan Stellaire suit le même modèle. Pas de fermeture officielle, parce qu'une fermeture officielle, c'est un aveu d'échec. Et un aveu d'échec exige des explications. Les explications sont gênantes. Une extinction silencieuse est plus commode. Pas d'annonce, pas de questions, pas de responsabilité. Qui a pris cette décision? Gaspard Delorme et son équipe au sein des initiatives de l'Éclat. C'est une organisation privée qui n'a pas l'obligation de rendre des comptes publiquement. Formellement, c'est son droit. Mais Valmont a publiquement associé son nom au projet. Cela a créé un contrat avec le public, informel certes. Quand le projet se ferme sans annonce, c'est une rupture de ce contrat avec l'audience qui suivait le projet. Des noms, des dates, des documents. Le 12 avril 2016, annonce à Belleville-sur-Udon. Août 2016, découverte d'Alphéa B dans Revue Natura. Le 14 mars 2018, mort de Valmont. 2021, arrêt du financement du groupe de Clairport. 2024, arrêt de fait du projet. Septembre 2025, chronique scientifique. Gelé pour une durée indéterminée. Bastien Lorrain. L'argent n'est pas arrivé. Dépensé en réalité. 4,5 millions sur les 100 promis. 4,5%. Ce n'est pas l'échec d'un seul homme ni d'une seule idée. C'est un problème structurel de la science publique. Quand l'annonce crée des attentes que les réalités techniques ne peuvent pas justifier dans les délais annoncés et avec l'argent annoncé. Élan Stellaire aurait pu être un projet honnête avec des objectifs honnêtes. Nous étudions des technologies de vol interstellaire. Cela prendra des décennies et coûtera des ordres de grandeur de plus que ce que nous avons annoncé. C'est plus difficile à vendre aux médias,
Mais c'est plus exact. À la place, explosion médiatique en 2016, puis extinction silencieuse en 2025. Regardons de plus près l'histoire de la manière dont élan stellaire apparaissait depuis l'intérieur de la communauté scientifique, car l'image médiatique était fortement déformée. En 2016, la majorité des astrophysiciens et des physiciens qui comprenaient l'ampleur de la tâche ont accueilli l'annonce avec scepticisme. Pas publiquement, pas dans les titres, mais dans les conversations de couloir lors des conférences. Pourquoi? Parce que la physique de la voile laser, c'est une chose. L'ingénierie réalisable, c'en est une autre. Et l'écart entre physiquement possible et techniquement réalisable avec ce budget et dans ce délai était évident pour quiconque travaillait dans le domaine. Aurélien Brissac, du Collège de Saint-Aubin, fut l'un des rares scientifiques de haut niveau à soutenir publiquement Élan stellaire et à entrer dans son conseil consultatif. Brissac est connu pour sa disposition à défendre des positions non conventionnelles, et dans ce cas, sa participation a donné au projet une légitimité académique. Mais même Brissac, dans ses publications de 2017 à 2018, restait prudent. Il parlait de possibilité d'une démonstration conceptuelle, non d'un vol vers Alphéa. Loïc Varenne, directeur du projet, avait une expérience réelle au sein de l'Agence spatiale américaine, notamment dans la gestion de missions à petit budget de la série SmallSat. Il comprenait la différence entre une preuve de concept et une mission à part entière. Dans une interview de 2019, Varenne a dit, d'après Nouvelles de l'espace, « Nous travaillons sur les principes physiques fondamentaux. La solution d'ingénierie, c'est une autre décennie. » Une autre décennie. Pas une autre année, une autre décennie. C'est une évaluation honnête. Mais elle contredit le récit de 2016, quand on parlait d'un lancement dans quelques décennies, en laissant entendre peut-être 20 à 30 ans. Arrêtons-nous. Ici, la question de la nature de tels projets est importante. Élan stellaire est-il utile même s'il n'envoie jamais de sonde vers Alphéa? Argument pour? Oui. Même un financement partiel de recherche sur la voile laser, les nanosondes, la science des matériaux, produit des connaissances qui seront utilisées dans d'autres contextes. Les technologies développées pour Élan stellaire peuvent trouver des applications dans l'exploration lointaine du système de Soléon, dans les technologies satellitaires. Argument contre. 4,5 millions de dollars ont été dépensés dans le contexte de promesses exagérées. Cela a déformé la répartition des efforts de recherche. Des groupes ont travaillé sur des problèmes définis par Élan stellaire, et non sur ceux qui auraient été les plus productifs pour le développement de la science indépendamment du récit interstellaire. Les deux arguments sont réels. Le bilan final reste incertain. Voyons ce qui est arrivé aux autres programmes des initiatives de l'éclat, pour comprendre le contexte. Écoute de l'éclat. Programme de recherche de signaux d'intelligence extraterrestre. Un SETI doté d'un budget de 100 millions de dollars sur 10 ans. Lancé en même temps qu'Élan stellaire en 2016, il fonctionne, publie des résultats, mène des observations. C'est un véritable programme scientifique en activité. Veille de l'éclat. Programme d'observation au sol des exoplanètes des étoiles les plus proches. Il fonctionne. Il produit des résultats scientifiques. Forum de l'éclat. Conférences annuelles sur le SETI et les thèmes voisins. Elles ont lieu. Autrement dit, 3 programmes sur 4 fonctionnent normalement. Seul Élan stellaire est gelé. Pourquoi précisément Élan stellaire? Parce qu'Élan stellaire est le seul des 4 à exiger des percées d'ingénierie qui n'existent pas. Écoute de l'éclat, veille de l'éclat, forum de l'éclat. Ce sont des applications de technologies et de méthodes existantes à de nouveaux problèmes. C'est réalisable. Élan stellaire exigeait la création d'une classe de technologies fondamentalement nouvelles. C'est un autre niveau de difficulté et un autre niveau de risque. Delorme l'a probablement compris, ou ses conseillers le lui ont fait comprendre, quelque part entre 2018 et 2021. Le financement a été redistribué. Mais aucune annonce publique de cette redistribution n'a été faite. C'est bien là le problème. Maintenant, pourquoi est-il important de clore publiquement les projets scientifiques? Premièrement, les ressources. Quand des chercheurs travaillent sur les problèmes d'élan stellaire,
Ils ne travaillent pas sur d'autres problèmes. Si le projet est en fait arrêté, mais officiellement seulement gelé, des équipes peuvent continuer à perdre du temps sur des directions dont plus personne n'a besoin. Deuxièmement, la psychologie de la science. Quand un grand projet annoncé publiquement meurt sans que cela soit reconnu, cela crée une atmosphère où il devient difficile de parler honnêtement des échecs. Une culture où les échecs sont avalés en silence est une culture qui n'apprend pas de ses échecs. Troisièmement, la confiance envers la science. Quand Gaspard Delorme et Théodore Valmont annoncent 100 millions pour un vol interstellaire, cela reçoit une couverture médiatique mondiale. Quand le projet meurt en silence, un seul magazine en parle. Cette asymétrie donne au public une image fausse du progrès. Beaucoup d'annonces, mais on ne sait pas très bien combien de résultats. C'est un dommage de long terme pour la confiance dans la science et dans son financement. Qu'aurait-il fallu faire autrement? Annoncer les objectifs réels et le budget réel. Non pas 100 millions pour une preuve de concept du vol interstellaire, mais quelques millions pour étudier les barrières technologiques, résultat dans 5 ans, puis décision sur la suite. C'est moins vendeur médiatiquement, mais c'est honnête. Quand les barrières se sont révélées plus hautes que prévu, il fallait l'annoncer publiquement. Rédiger un rapport technique. Publier ce qui a été étudié, ce qui a été compris, là où l'on s'est enlisé. C'est la norme dans les programmes spatiaux publics, même si ce n'est pas toujours parfait. C'est une norme absente de la science privée lorsqu'il n'existe aucun mécanisme imposant la transparence. Delorme est un investisseur privé. Il n'a aucune obligation de rendre des comptes publiquement. C'est son argent. Mais quand on invite Valmont, qu'on qualifie le projet de révolutionnaire, qu'on obtient une couverture médiatique mondiale, on crée des attentes publiques. Et quand ces attentes ne sont pas satisfaites, garder le silence sur les raisons est contraire à l'éthique vis-à-vis du public que l'on a impliqué. C'est là que se trouve la rupture. Pas une rupture technique, pas une rupture scientifique. Une rupture entre la promesse médiatique et la reddition de comptes réels. Regardons le contexte plus large, ce qu'Élan Stellaire dit du modèle de financement de la science ambitieuse en général. Écoute de l'éclat. Un autre programme du même portefeuille de Delorme fonctionne. Un SETI doté de 100 millions de dollars sur 10 ans. Il a publié des résultats. Mené des observations sur plusieurs millions d'étoiles. Construit des bases de données publiques. Attiré des universités. C'est parce qu'Écoute de l'éclat utilise l'infrastructure existante des radiotélescopes. Il ne crée pas de technologies fondamentalement nouvelles. Il applique à de nouveaux problèmes des méthodes déjà bien comprises. Élan Stellaire, lui, exigeait de créer ce qui n'existe pas. C'est un risque d'une nature entièrement différente. La différence n'est pas dans l'ampleur de l'ambition. La différence est entre « pouvons-nous le faire, mais au prix de beaucoup de temps et d'argent » et « cela n'existe tout simplement pas, et nous ne savons pas comment le créer ». Écoute de l'éclat, c'est le premier cas. Élan Stellaire, le second. Étienne Morlac, professeur émérite d'astrophysique à l'Université de Montprieur, l'un des premiers participants d'Élan Stellaire. 100 millions, cela semble être beaucoup d'argent. Pause. En réalité, non. C'est exactement ce qu'il a dit à un journaliste de Chronique scientifique en 2025. Des noms, des dates, des documents. Le 12 avril 2016, annonce à l'Observatoire du Grand Horizon. Août 2016, découverte d'Alphéa B dans Revue Natura. Le 14 mars 2018, mort de Valmont. 2017, puissante éruption d'Alphéa du Centaure. 2021, arrêt du financement du groupe de Clairport. 2024, arrêt de fait. 2025, Université de Bréval et Institut Polytechnique de Delvaux. Voile ultramince optimisé par IA, l'un des rares résultats concrets. Septembre 2025, chronique scientifique. La mort silencieuse de Breakthrough Starshot. Lorrain. Cela a attiré l'attention sur le rêve. Voyons maintenant ce qui a été étudié précisément dans le cadre d'Élan Stellaire et quels résultats ont réellement été obtenus.
Le groupe de Bastien-Lorrain à l'Université de Bellerive a publié une série d'articles sur l'accélération laser de voile. Principale publication dans Annales astronautiques et Actes de l'Institut photonique. Résultat. Calcul théorique de la forme optimale de la voile. Expérience préliminaire en laboratoire avec de petites voiles dans une chambre à vide. Estimation de l'échauffement thermique de la voile sous irradiation. C'est de la vraie science, de bonne qualité. Mais ce sont des recherches académiques, pas un prototype d'ingénierie. Le groupe de l'Institut technologique de Valbrume a étudié la science des matériaux pour des revêtements ultraminces. Oxyde d'aluminium, nitrure de silicium, disulfure de molybdène. Lequel de ces matériaux réfléchit le mieux le rayonnement laser et supporte la charge thermique? Publication dans Optique appliquée et Optique directe. Le groupe de l'Université de Rocheclare a étudié des options de miniaturisation des sondes. Astropuce. Le concept? Un circuit intégré avec photorécepteur, émetteur, capteur d'accélération, accumulateur, le tout de la taille d'une pièce de monnaie et d'une masse d'environ 1 gramme. En 2019. Un design conceptuel, sans prototype. Travail conjoint de plusieurs équipes. Modèle de flottement et de stabilité de la voile pendant l'accélération. C'est un problème d'ingénierie crucial. À une vitesse de 20% de celle de la lumière, la voile subit des contraintes aérodynamiques en traversant le gaz interstellaire raréfié. Une instabilité de la voile peut détruire la sonde. Résultat, compréhension de l'ampleur du problème, plusieurs approches de stabilisation, modèles mathématiques. Aucun prototype n'a été testé dans des conditions proches du réel. Pour 4,5 millions de dollars, c'est un volume de travail raisonnable. Mais ce n'est pas une preuve de concept du vol interstellaire, c'est l'étude de certains aspects des barrières technologiques. L'écart entre ce qui a été annoncé et ce qui a été réalisé est évident. Il est intéressant de voir ce qui se passait parallèlement à Élan Stellaire dans le domaine de la propulsion laser, sans lien avec les initiatives de l'éclat. En 2021, l'Agence spatiale américaine a publié le concept du voilier solaire, une voile solaire de 1600 mètres carrés pour un vol vers Soléon. Lancée en 2026. C'est une autre échelle et un autre principe, la lumière solaire, non le laser. Mais c'est un véritable appareil volant. En 2024, l'agence spatiale japonaise de Kiora a lancé ICAR 2, une deuxième voile solaire. Le premier ICAR, en 2010, avait démontré avec succès la propulsion à voile dans l'espace interplanétaire. La technologie de la voile fonctionne. L'échelle est différente. Une voile solaire accélère lentement, pendant des années, jusqu'à quelques kilomètres par seconde. Pas jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. Mais c'est une technologie réelle, avec des résultats réels, contrairement à la voile laser d'élan stellaire, qui est restée conceptuelle. La question qu'on ne pose pas en public, si Delorme avait dépensé les mêmes 100 millions pour des voiles solaires destinées à des sondes lointaines, nous aurions obtenu de véritables engins volants d'ici 2030. Pas interstellaires, mais allant bien plus loin que ceux qui existent aujourd'hui. Cela aurait été moins médiatique, mais tangible. Un aspect précis mérite l'attention. Ce qu'Élan Stellaire a apporté à la popularisation de l'idée du vol interstellaire. Avant 2016, le sujet restait académique. Quelques revues spécialisées, ICAR Interstellaire comme organisation, des conférences à petite audience. Après l'annonce d'Élan Stellaire, le sujet est entré dans le courant dominant. Documentaires, podcasts, programmes d'enseignement. Des étudiants en physique ont commencé à consacrer leur mémoire au voile laser. Ce n'est pas un résultat nul. Les idées se sont diffusées. Des gens qui n'avaient jamais entendu parler de sondes interstellaires en ont entendu parler. Une partie d'entre eux est devenue scientifique, ingénieur. Est-ce que cela vaut 4,5 millions et un tel écart entre les attentes et la réalité? C'est une question de valeur, pas de physique. Ici, il faut ajouter un aspect concernant Alpha B, apparu après les publications initiales, et qui a encore compliqué la cible de mission. En 2017, on a enregistré une éruption particulièrement puissante d'Alpha du Centaure, un ordre de grandeur plus brillante qu'une éruption typique.
Cette éruption était si intense que, même si Alphéa B possède un champ magnétique, une part importante de son atmosphère a pu être arrachée par ce seul événement. Les éruptions se produisent d'environ tous les 50 jours. Cela signifie qu'en 5 milliards d'années d'existence du système, il s'en est produit des centaines de milliards. Chacune, un choc de rayonnement X et ultraviolet sur une planète située 11 fois plus près de son étoile que Tellurie ne l'est de Soléon. Les modèles de plusieurs équipes, publiés entre 2017 et 2020, convergent. Sans champ magnétique puissant, l'atmosphère d'Alphéa B ne survivra pas. Nous n'avons pas de données sur ce champ magnétique, mais nous avons des données sur les éruptions puissantes. Elles sont réelles. Une sonde qui atteindrait Alphéa B dans 20 ans découvrirait très probablement un rocher sans atmosphère dans une zone de radiation meurtrière. Cela ne rend pas le vol absurde. Ce serait en soi une révolution. Mais la recherche de conditions propices à la vie, comme grand récit de 2016, était une hypothèse optimiste qui, en 2020, était devenue nettement moins probable. Delorme et Valmont annonçaient une recherche de la vie. En 4 ans, la science a précisé « Il n'y a très probablement pas de vie là-bas, du moins pas au sens habituel ». Le projet, lui, a continué d'exister au niveau de réunions et de petites subventions. Comparons avec Sonde intersidérale, un programme concret, réel, construit en parallèle. Sonde intersidérale, non pas vers une autre étoile, vers l'espace interstellaire. Objectif, 1000 unités astronomiques, plusieurs fois plus loin que les voyageurs. Cela représente environ 1/100e d'année-lumière. Le lancement est envisagé pour 2036 à 38. Coût, 3 à 4 milliards de dollars. À bord, de véritables instruments pour mesurer le plasma du milieu interstellaire, les particules de poussière, les champs magnétiques, les atomes neutres, les photons du rayonnement fossile. Ce n'est pas médiatique. Milieu interstellaire n'est pas un titre aussi captivant que « Nous partons vers une autre étoile ». Mais c'est de la science réelle, des données réelles, un instrument réel. Une ingénierie itérative fondée sur des technologies existantes. C'est ainsi que progresse la vraie science, non par des annonces de relations publiques avec des chiffres qui ne sont ensuite jamais tenus. C'est là le contraste que crée Élan stellaire, non par l'échec, mais par la comparaison avec des alternatives moins médiatiques, mais plus réelles. Le programme Sonde intersidérale de l'Agence spatiale américaine est une initiative réelle. Non vers une autre étoile, vers l'espace interstellaire. Une sonde censée s'éloigner jusqu'à 1000 unités astronomiques, plusieurs fois plus loin que les voyageurs. Lancement possible entre 2036 et 2038. Le coût est estimé à 3 ou 4 milliards de dollars. C'est réaliste. Ce n'est pas Alphéa. C'est le milieu interstellaire à une distance de 150 à 200 unités astronomiques. Mais c'est de la science réelle, des données réelles, un instrument réel. Élan stellaire, dans le contexte de ce projet, ressemble à une opération de relations publiques dirigée dans la même direction, mais sans plan réaliste pour y parvenir. Sonde intersidérale est conçue selon le principe de l'amélioration itérative de technologies existantes. Générateur radiothermique pour l'alimentation, moteur fusée nucléaire pour l'accélération, technologie de communication déjà existante. Tout vient de l'existant. Simplement plus loin et pour plus longtemps. Voilà la différence entre deux approches d'une même idée. Considérons une question technique qui est rarement apparue dans les discussions publiques autour d'élan stellaire. La question du pointage. Quand une sonde vole pendant 20 ans à une vitesse égale à 20% de celle de la lumière, la moindre erreur dans la direction initiale se multiplie sur une distance immense. Un écart d'1 millième de degré au départ devient un décalage de milliers de kilomètres à l'arrivée près d'Alphéa du Centaure. Pour réussir un survol d'Alphéa B, une planète dont le diamètre est supposé être d'environ 12 000 km, située à plusieurs millions de kilomètres de son étoile, il faut une précision de pointage de plusieurs ordres de grandeur supérieure à tout ce qu'aucun système existant peut offrir. Ce n'est pas l'obstacle principal. En théorie,
On peut le surmonter grâce à une correction active de trajectoire par de petits moteurs embarqués sur la sonde. Mais une correction active de trajectoire, c'est de l'énergie. C'est de la masse. C'est une complexité supplémentaire pour une nanosonde de quelques grammes. Chaque solution à un problème crée de nouveaux problèmes. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie système. Et c'est précisément là que les projets de cette ampleur se heurtent à la réalité. Le réseau laser exige lui aussi une précision extrême. Pour maintenir la tâche du laser sur une voile de quelques mètres depuis une distance de 1000 km sur tellurie, alors même que la voile est en accélération, il faudrait un système d'optique adaptative qui n'existe pas à l'échelle requise. C'est techniquement soluble en principe, mais pas en quelques années, et pas avec quelques millions de dollars. Dans ses publications de 2016 à 2017, Bastien Lorin décrivait honnêtement ces barrières. Mais la conférence de presse à l'Observatoire du Grand Horizon a produit une autre impression, que la solution était proche, que l'argent suffisait à résoudre le problème. L'argent résout un problème, si le problème est d'ordre technique. Si le problème touche à la physique fondamentale ou à l'absence des matériaux nécessaires, l'argent n'achète que du temps de recherche, pas un résultat garanti. C'est une distinction importante, qui se perd dans la couverture médiatique des grandes annonces technologiques. La question finale, pour Élan Stellaire en tant qu'histoire, est donc la suivante. Que dit-il exactement du modèle de financement privé de la science ambitieuse? Delorme n'est ni le premier ni le dernier. Armand Bélier finance Origine Azurée et ses ambitions de conquête de Sélène. Sacha Montel finance CosmoX et Mars. Gérald Sautier a financé Galactique Première. Lucien Marceau a financé les entreprises spatiales marchandes de Cateri. Tous ces projets ont des traits communs. Une grande annonce médiatique avec un chiffre impressionnant, des objectifs proclamés ambitieux et une mise en œuvre bien plus lente et plus coûteuse qu'annoncée. CosmoX, pourtant, est un succès réel. Faucon 9 a réduit d'un ordre de grandeur le coût des lancements. Drassen vole réellement vers la station orbitale commune. Liaison stellaire fonctionne réellement. Montel aussi annonçait des calendriers irréalistes. Mars en 2020, Hyperloop en 1 an. Mais la base technologique, elle, était réelle. Élan Stellaire diffère de CosmoX sur un point fondamental. Il n'avait pas de base technologique réelle à partir de laquelle commencer à itérer. C'était un concept pur. CosmoX, lui, a commencé avec les moteurs fusées Marilyn existants et les a progressivement améliorés. C'est la différence entre « il nous faut un nouveau moteur » et « il nous faut une nouvelle physique ». Le premier cas relève de l'ingénierie. Le second, du rêve scientifique. Starshot était un rêve scientifique. Les rêves sont nécessaires. Mais quand on présente un rêve comme un projet d'ingénierie, on trompe le public, même si c'est involontaire. Considérons encore une autre barrière technique qui apparaît rarement dans les récits médiatiques, le problème des collisions avec la poussière. À une vitesse égale à 20% de celle de la lumière, chaque collision avec une particule d'un micromètre représente un choc énergétique de l'ordre du mégajoule par centimètre carré de section efficace. Le milieu interstellaire contient de la poussière et des atomes d'hydrogène. D'après les calculs, chaque centimètre carré de la voile rencontrera environ 1000 particules de ce type pendant le trajet. Cela signifie que la voile doit soit résister à ces impacts, soit que les sondes doivent être lancées par centaines, en acceptant les pertes. Le concept de Starshot supposait la seconde option, 1000 sondes à la fois. Quelques dizaines arriveront peut-être. Cela change l'économie du projet. Le réseau laser, principal élément coûteux, est construit une seule fois, puis réutilisé de nombreuses fois. Les sondes, elles, sont produites en série. C'est une logique d'ingénierie intelligente. Mais sa mise en œuvre exige le développement de technologies de production en série de sondes de quelques grammes, ainsi que d'un réseau laser capable de fonctionner de manière répétée sans dégradation. Aucune de ces deux tâches n'est résolue. Les collisions avec la poussière constituent aussi un défi de science des matériaux pour la voile. C'est précisément sur cela qu'ont travaillé les groupes de l'Institut technologique de Valbrume. Nitrure de silicium, oxyde d'aluminium, disulfure de molybdène,
à la recherche d'un matériau capable de supporter le bombardement. Il y a des progrès. Un nitrure de silicium de quelques nanomètres d'épaisseur s'est révélé prometteur, mais on est encore très loin d'une solution prête. C'est cela, au fond, que les 4,5 millions ont réellement apporté. Une compréhension de l'ampleur du problème. Pas une solution, une compréhension. Et c'est précisément à cela qu'un proof of concept devait servir. Il s'en est occupé. Simplement, au lieu d'une démonstration de concept, le public attendait le début du projet vers les étoiles. L'écart entre ces attentes est un problème de communication, pas de science. Ce n'est pas seulement l'histoire de Starshot, c'est l'histoire de ce qui arrive quand un rêve public rencontre la réalité de l'ingénierie, et que personne n'assume la responsabilité de dire honnêtement que cette rencontre a eu lieu. Le silence est plus commode. Mais le silence n'enseigne rien. Chaque grande annonce scientifique crée une dette envers le public. Une dette de résultats ou une dette d'explication honnête sur l'absence de résultats. Starshot n'a pas remboursé cette dette. Peut-être le fera-t-il encore si le rapport promis paraît un jour. Pour l'instant, il n'existe pas. Regardons une dernière question. Pourquoi lancer de tels projets si la technologie n'est pas encore prête? C'est précisément ce que font les moonshots. Ils n'atteignent pas forcément Célène, mais ils posent une question. Ils attirent l'attention et l'argent vers une direction. Le projet de Val d'Or a créé la bombe atomique en 3 ans parce qu'il y avait de l'argent, des gens et un objectif d'ingénierie clair. Starshot n'était pas un projet d'ingénierie, c'était un projet de recherche. Ce n'est pas la même chose. Et il faut les traiter différemment. La manière honnête de lancer quelque chose comme Starshot aurait été de dire « Nous ne savons pas comment faire. Nous voulons payer des gens intelligents pour qu'ils comprennent ce qu'il faut pour y parvenir. Dans 10 ans, nous dirons ce que nous avons appris. » Cela aurait été exact. Au lieu de cela, 20 ans jusqu'à Alphéa du Centaure. C'était beau. Cela attirait l'attention. Cela amenait des physiciens dans les conférences. Une partie d'entre eux a produit de la vraie science. Le résultat n'est pas inutile. Simplement, ce n'est pas celui qu'on avait promis. Le vol interstellaire reste possible. La physique ne l'interdit pas. L'ingénierie n'est pas prête. L'argent n'est pas venu. Ce sont 3 faits distincts. C'est précisément là que passe la frontière entre la science comme outil de connaissance et la science comme produit de relations publiques. 4,5 millions sur 100 dépensés en 9 ans, ce n'est pas un échec de financement. C'est une illustration exacte de ce que signifie, en argent réel, un proof of concept pour des technologies qui n'existent pas. Récapitulons. Élan stellaire a été annoncé le 12 avril 2016 à l'Observatoire du Grand Horizon, à Belleville-sur-Udon. Delorme, Valmont, Renault, 3 noms pour un impact médiatique maximal. 100 millions pour démontrer le concept du vol interstellaire. En réalité, 4,5 millions ont été dépensés. 30 contrats, 8 ans. En 2025, gelé sans annonce officielle. Un rapport a été promis et n'est pas sorti. Les barrières techniques. Un laser de 100 gigawatts, une nanosonde d'1 gramme ou moins, une voile ultra légère, la régulation militaire, une communication à travers 4 années-lumière, n'ont été franchis sur aucun point. La cible, Alphéa B, n'a probablement pas les conditions propices à la vie que nous recherchons. De puissants flares tous les 50 jours et très probablement pas d'atmosphère. Valmont est mort en 2018 sans avoir vu de progrès. Delorme continue de financer d'autres programmes des initiatives de l'éclat, Écoute de l'éclat, Veille de l'éclat, Forum de l'éclat. Élan stellaire, dans cette liste, n'est mentionné qu'en passant. Varenne, par email, le projet est en pause. Le rapport promis pour le printemps 2025 n'est pas paru. Qu'a donc réellement fait Élan stellaire? Lorrain. S'il fallait décrire en une phrase ce qu'a été et ce qu'a fait Breakthrough, il a attiré l'attention sur le rêve. C'est un bilan honnête. Pas une révolution de l'astronautique. Pas un échec de milliardaire. Simplement, le rêve a reçu une attention médiatique.
De jeunes physiciens se sont mis à travailler sur les voiles. Le nitrure de silicium a été un peu mieux compris. Les rencontres ont rassemblé des gens qui pensaient au vol interstellaire. C'est peu au regard des 100 millions promis. C'est assez pour dire que les 4,5 millions n'ont pas été dépensés tout à fait en vain. Question ouverte. 4,5 millions sur 100 ont été dépensés. Valmont est mort. Il n'y a pas d'annonce officielle. La technologie de la voile laser est réelle. La physique fonctionne. Mais l'échelle nécessaire, 5 à 10 milliards de dollars et plusieurs décennies, est d'un autre ordre. Le vol interstellaire reste possible. Cette voie vers lui est refermée en silence. Y a-t-il une manière honnête de l'annoncer? Et qui devrait le faire, si une organisation privée n'est tenue de rendre des comptes à personne? Ce n'est pas seulement une question sur Élan stellaire. C'est une question sur la manière dont fonctionne la science publique quand, derrière elle, il y a de l'argent privé et des décisions privées. Pour l'instant, le silence n'a pas été rompu. C'est cela qu'il aurait fallu annoncer. Le rêve a été mobilisé. Le problème a été formulé. Les barrières ont été comprises. L'argent est insuffisant. L'étape suivante revient au gouvernement ou à un nouveau consortium. Vidéo suivante. Le vide de Kermadec.